Un projet marche pas, c'est pas grave, on va en faire un autre. Voilà, c'est assez léger la mentalité du freelance. J'aime bien, et en tout cas, je me retrouve bien avec mes équipes. Sincèrement, ça fait, je pense que depuis que j'ai lancé le projet, je rêve de trouver la bonne personne qui m'accompagne pour développer tout ce que je sais pas faire. Par exemple, cette semaine, entre l'imprimeur et le logisticien, ils ont perdu une palette de livres. Des livres de Matisse, de l'exposition qui commence lundi, et vendredi, on devait livrer les livres au Grand Palais. Et la palette s'est perdue. Et personne ne savait, et tout le monde se renvoyait la balle. Donc il faut arriver à faire un mail, à mettre tout le monde dedans, dire qui a vu la palette la dernière fois. Que s'est-il passé? Et en fait, c'est des petits problèmes. Et des petits problèmes comme ça, il y en a non-stop. Alors, on a vendu cette année 100 000 livres. Donc, on a fait 1,5 million cette année. On a fait x3 en un an. Aujourd'hui, je reçois une artiste à succès, devenue entrepreneur, qui réalise 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en réinventant complètement le livre, avec des dessins qui deviennent des dessins animés. Elle vend 100 000 livres par an, travaille avec le Louvre Abu Dhabi ou encore la fondation Louis Vuitton. Et vous l'avez peut-être vu récemment dans Qui veut être mon associé. Mais surtout, elle a pris une décision radicale. Après avoir perdu tous ses droits d'auteur, c'est reconstruire toute la chaîne de l'édition. Mon invité du jour est Claire Faye. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs? Failli, d'accord. Et tu vas nous expliquer comment tu passes d'artiste à dirigeante d'une boîte qui triple son chiffre d'affaires en réinventant tout un secteur. Ça te va? C'est parfait. Allez, eh bien on attaque, Claire. On va commencer par l'actu. Tu as fait x3 en un an. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ton business, ton entreprise, pour créer cette accélération? C'est sûr que le passage à Qui veut être mon associé a été un accélérateur, en tout cas une visibilité publique de quelque chose qui existait déjà. Donc, et puis on a aussi développé, c'est ce que je disais pendant l'émission, quelque chose qu'on n'avait jamais mis en place, c'est-à-dire les ventes en ligne sur notre site internet et le déploiement des réseaux sociaux et des ventes donc en digital et sur l'international. Donc ces Donc, points-là. Tu as ajouté un canal de distribution en ajoutant le site finalement. Qui est vraiment apparu au moment de Qui veut être mon associé. Et ça, juste avant l'émission? Juste avant. Et c'est ce qui a contribué au x3. Pendant l'émission, je leur ai dit on va faire x2 avec ça. Ils m'ont pas cru et on a fait x3. D'accord. Et le site, c'était bon, il a bien tenu? Parce que souvent, il a bien une tenu. visibilité comme ça crache, c'est bon? C'était parfait, on avait tout anticipé. Bon, impeccable. Donc ça t'a permis de faire ce boost. Alors, c'était un pic. Il y a une question qu'on se pose quand on est entrepreneur, c'est comment ce pic, on arrive à le maintenir pour éviter d'avoir un effet up and down. Ouais, c'est un vrai sujet. Comment t'as fait ça, toi? Alors, en fait, il se trouve que mon mari accompagne des startups pour les accompagner dans le passage de 1 million à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, j'étais loin du million à l'époque, mais je dis... tu veux pas me prendre dans ton pool? Faire un petit coup de main. Et en fait, après le passage de Qui veut être mon associé, j'étais tellement dépassée par ce pic que j'aurais jamais pu le faire toute seule. Et en effet, il est venu vraiment en tant que business développeur parce que c'est du coup, ça nécessite de quand même changer une partie des équipes, de se staffer et de prendre des personnes qui sont plus capées. Donc ça, c'était vraiment nouveau. Avant, je travaillais vraiment avec des jeunes. Et après, tu es obligé de travailler avec des gens qui ont plus de bouteilles. Parce qu'il y a plus de boulot, tout est plus rapide et puis en même temps un peu plus compliqué. Vous le savez, des entrepreneurs, j'en interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier. C'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fulfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fulfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petits et grands formats. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fulfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. J'interromps quelques instants cet épisode pour vous partager ce qui a complètement changé ma manière de piloter mes entreprises. En 2020, j'ai fait le constat que je n'avais pas de vision globale de mes sociétés, que mes décisions étaient prises au doigt mouillé et que chaque mois, les abonnements et outils se multipliaient sans toujours être connectés entre eux. En 2021, j'ai décidé d'agir. En intégrant la suite business de plus de 45 applications Zoho One, j'ai donné les moyens à mes équipes et mes entreprises de se développer et d'être
plus efficace. Du CRM aux enquêtes de satisfaction en passant par la gestion de projet ou encore les RH, les applications Zoho nous accompagnent au quotidien et les résultats sont là. Imaginez 45 applications à partir de 37 € par mois par utilisateur. Difficile de trouver mieux pour une solution tout en un qui permet d'être réellement le pilote de son entreprise. Parce qu'avec Comment t'as fait, notre mission est d'accélérer le développement des entrepreneurs et de leurs entreprises. Je vous partage un lien d'essai gratuit de la suite Zoho One dans la description de cet épisode. Allez, retour à mon invité du jour. Là, ce que tu décris, c'est finalement souvent ce qui se passe quand on crée une entreprise. Tu commences avec des profils juniors parce que t'as pas forcément énormément de moyens. Tu commences, tu découvres aussi. Donc parfois, tu as ce réflexe-là. Et après, quand tu veux passer à l'échelle ou faire grandir une entreprise, là, généralement, tu prends des profils plus capés et tu as plus de moyens aussi. Oui, c'est ça, il y a un petit peu plus de moyens et puis surtout, faut quand même, j'avais une graphiste 1 jour par semaine et maintenant j'ai 2 graphistes qui sont là, respectivement 2 et 3-4 jours par semaine. Donc j'ai tout le temps une graphiste à mes côtés, ce qui est nouveau. On a eu un premier salarié depuis, 1 mois qui s'occupe de tout le marketing digital, qui est donc en effet le gros levier de la société. Ça représente combien de pourcents justement de ton chiffre, maintenant, l'acquisition digitale? Plus de 50%. Ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire que finalement, tu as fait quelque part, tu as fait une évolution. J'ai fait un switch complet. Un switch complet pour, On était essentiellement en librairie, boutique, foire et marché, donc en vente directe. Et puis, les ventes en digital ont pris une très, très grosse part, même plus que 50%. On est, je pense, à 65%. D'accord. Pourquoi ce choix, quand tu t'es lancé, d'aller dans plutôt les schémas de distribution traditionnels? Alors l'édition est archaïque, enfin, c'est très à l'ancienne. Donc quand on est éditeur, on passe par un diffuseur-distributeur qui a tous les droits et on n'a même pas le droit de vendre sur notre site internet. T'avais pas le C'est droit, eux d'ailleurs. aussi qui gèrent Amazon. Et donc progressivement, je me suis séparée de la diffusion, j'ai gardé la distribution et en juin dernier, je me suis séparée de mon distributeur pour faire prendre juste un logisticien qui va s'occuper d'envoyer les livres sur des commandes fermes, parce qu'avant, dans l'édition, on travaille avec un système de mise en place. Donc, c'est un fonctionnement qui est bien parce que ça permet à chaque auteur d'avoir son livre en librairie, sauf qu'au bout de 3 mois, le libraire qui a acheté le livre, s'il ne l'a pas vendu, il le renvoie au diffuseur-distributeur qui le pilonne. Voilà. Et donc, donc, tous les livres sont détruits, ceux qui sont passés en librairie, donc c'est un non-sens écologique et économique. Et en fait, comme la librairie se fait du cash flow sur la mise en place, l'éditeur se fait du cash flow sur la mise en place, donc il faut vite refaire une mise en place pour refaire du cash flow. Donc nous, on est complètement sortis de ce schéma-là. C'est-à-dire que je ne fonctionne pas à la nouveauté, mais je fonctionne sur le fond. Donc tous les livres du fond sont vendus régulièrement, alors que souvent dans l'édition, c'est uniquement la nouveauté qui se vend et le fond ne se vend quasiment plus. Mais c'est événementiel et donc tu es obligé de faire constamment des lancements. Voilà. Donc comme on est les seuls à faire ce type de livre, il n'y a aucun intérêt de surfer que sur la nouveauté. On vend autant nos nouveautés que notre fond. Et donc on est sorti de ce schéma de l'édition traditionnelle. Et en sortant de la diffusion-distribution, on a pu aussi commencer à vendre sur notre site internet et à vendre beaucoup et à développer le digital que je ne pouvais pas faire avant en étant chez un diffuseur-distributeur. Alors là, il y a plein de choses derrière toutes ces décisions que tu as prises, ces choix, et qui sont super importants sur le modèle économique que tu as. Parce que, là, tu es allé chercher de l'indépendance, quelque part, par rapport à ces réseaux de distribution, etc. Tu es aussi allé chercher des points de marge. Alors, mais tu as réintégré aussi de la charge dans le sens où il faut aller maintenant peut-être démarcher et faire en sorte d'être distribué. Mais pour toutes tes ventes directes en ligne, tu as augmenté tes marges, puisque là, pour le coup, tu n'as pas tous les intermédiaires. Oui, alors après, on paye comme la logistique et l'envoi. Donc ça, c'est 30% du coût. Et on paye toutes les pubs Meta, qui sont quand même une très grosse charge, qui représente aussi à peu près 30%. D'accord, ok. Mais ça reste plus avantageux que via un éditeur ou pas? Que via la diffusion-distribution, c'est à peu près similaire. Ouais, ça revient, ok. Mais c'est quand même plus léger, puis c'est très rapide, on est plus indépendant. Et aujourd'hui, on a juste, pour le moment, on a 3 commerciales, une qui est boutique Je Jouais, une qui est librairie et une qui s'occupe des musées. Et en fait, avec 3 commerciales, on reprend la main sur le marché physique.
Et on a repris aussi la main sur Amazon, parce qu'avant, c'était géré par notre distributeur qui s'en occupait pas vraiment. Et donc là, on travaille avec des freelances et une société qui nous aide à augmenter les ventes sur Amazon, et on a fait x3 en un an. Alors, c'était quoi la volonté derrière qui veut être mon associé? C'est de trouver des associés, des investisseurs, des fonds? C'était être visible? C'était quoi? Alors, en fait, j'ai jamais pensé à y aller. Ça m'est jamais venu en tête. Et ils sont venus me voir à 2 reprises la première fois. Ils m'ont dit: «Ah, ce serait sympa», parce qu'on a fait le concours Lépine, D'accord. qu'on a gagné. On a eu la médaille d'or en 2018 et on est donc tous les ans à la foire de Paris. Et ils sont venus nous voir la première fois là-bas en disant: «Ah, ce serait super que vous veniez». Donc moi, je me suis dit: «Oh, pourquoi pas?» J'ai commencé à remplir le dossier, et mon mari, qui a l'habitude de travailler avec des sociétés et de gérer les problèmes d'associés, me dit: «Oh, mais tu es folle, tu vas pas te retrouver avec un associé sur un malentendu d'un plateau télé». Alors j'ai dit: «Ah bon, d'accord». J'ai retiré mon dossier finalement en disant: «Non, non». Et puis l'année d'après, ils sont revenus heureusement, parce qu'entre-temps, j'ai réfléchi et je me suis dit: c'est quand même un bon moment à passer, et c'est intéressant parce qu'on vient se poser plein de questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va amener la société. Donc en fait, c'est une émission, mais c'est 6 mois de préparation en se demandant: mais qui je suis et où je vais avec ça et Oui, où ça je te veux fait te aller. poser les questions que dans le quotidien, parfois tu mets un peu de côté pour traiter Voilà. l'urgence, quoi. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et ensuite, l'émission, c'est aussi très valorisant parce qu'on se retrouve face à des entrepreneurs de super niveau qui nous font des retours très positifs, parce que c'est quand même une émission assez bienveillante. Et mon objectif, c'était vraiment plutôt de voir en fait où j'en suis et comment est perçue l'entreprise. Et c'était pas indispensable d'avoir un associé. Mmh. Et en fait, j'étais même presque contente de ne pas en avoir parce que ça simplifiait mon organisation Ouais. de société après. Donc je suis sortie du plateau en me disant: «Oh, c'était très bien». Et ils t'ont dit quoi alors justement? Quels ont été les retours et t'en Alors tires les quoi de cette retours que j'ai expérience? beaucoup appréciés, c'est qu'ils disaient: «On n'a jamais vu une artiste aussi carrée». Ça m'a fait plaisir. C'est vrai que c'est 2 choses où tu dis, bon voilà, artiste, parfois tu es un peu, perché ou créatif et Oui, c'est ça. Et ça me fait plaisir parce qu'en effet, je me sens artiste, je suis artiste, mais je suis aussi assez structurée et carrée dans mmh, ma démarche de construction d'entreprise, mais ce qui est pas évident parce que je reste quand même dans un univers créatif, et donc parfois je dois faire face à un fonctionnement de société avec de la gestion de l'humain, avec de la comptabilité, de l'administratif, et là, ouf, bah, là, c'est le quotidien de l'entrepreneur. C'est ouais. souvent tu as créé sur une expertise, une passion, tu arrives et puis tu te dis: «Tiens, OK, ça se développe». Parce que tu fais bien ton travail, ça se développe, tu commences à avoir une équipe, des clients et cetera. Puis en fait, tu arrives à un à un niveau où mince, maintenant, il faut faire la compta, l'admin et tout C'est ça, ça, il faut hein. gérer une structure. En fait, mon vrai savoir-faire, c'est de fédérer des équipes autour d'un projet. Mmh. Mais alors après, gérer l'humain et vérifier que quand ils me sortent une facture, ça correspond bien aux heures qu'ils ont fait et tous ces trucs-là, ça c'est très dur à gérer Alors pour j'aimerais moi. d'ailleurs qu'on creuse, on va creuser ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est un problème, en tout cas c'est un sujet que rencontrent, tous les entrepreneurs au quotidien. Comment tu as fait pour structurer ton entreprise? Ou comment tu es organisé aujourd'hui? Est-ce que c'est, des équipes internes? Est-ce que c'est, des externes? Enfin voilà, comment tu organises une entreprise qui fait 1,5 million aujourd'hui? Alors, on a, donc heureusement, je suis accompagnée par quelqu'un qui m'aide à développer ça et à structurer. Tout seul, je n'en aurais jamais été capable. J'ai toute une équipe de freelance qui Mmh. travaille au projet, et comme on a des projets un peu au continu, finalement, ils sont fidèles depuis 10 ans. Mmh. Ils ont plusieurs clients, ils travaillent entre 2 jours et 3, ou certains 4 jours par semaine. On a un salarié qui s'occupe de tout le digital, Mmh. et sinon, donc on a plein d'intervenants freelance sur plein de différents postes, puisqu'on a, quand on crée nos projets, on a une équipe éditoriale, on a une équipe technologique et une équipe cinématographique. D'accord. Et donc chaque équipe inclut différentes personnes. Dans l'équipe cinématographique, on a un animateur 3D, un ingénieur du son, des acteurs voix, des musiciens. Euh, Ensuite, en tech, on a 2 développeurs, et dans l'éditorial, bon, je travaille avec des graphistes, illustrateurs, auteurs, Mmh. on a notre imprimeur, on On s'imagine pas tout le monde qu'il y a derrière à chaque fois. c'est incroyable, on Mmh. est entre 10 et 15 personnes, pour la production d'un livre. Mmh. OK. Donc tu as structuré, tu es accompagné. Pourquoi ce choix de t'appuyer sur des freelances plutôt que des équipes internes? Alors, parce que je reste une maison d'édition dans le milieu de l'art et de la culture, avec de la technologie.
ça reste un équilibre économique pas pas fragile, mais qui a faut être vigilant. Mmh. Et donc, depuis le début, on a toujours été autonome financièrement, ce qui est quand même assez Autonome et rentable? autonome et rentable. Tout le monde a été payé Mmh. depuis le début correctement. J'ai jamais fait d'emprunt, j'ai jamais fait de levée de fonds. Enfin, on a fait des petites levées de fonds sur KissKissBankBank qui ont réussi et qui m'ont rapporté respectivement 60 000 € et 10 000 € Et et ça, c'était 15 quoi, 000 auprès €. du public? Auprès du grand public. D'accord. Et en fait, c'est des projets qui ont été, qui ont touché le public. En tout cas, j'ai trouvé mon public et c'est ce qui m'a permis au départ de lancer la boîte et de faire un premier projet Mmh. et de me faire. Enfin, j'avais déjà fait les cahiers de gribouillage pour les adultes qui s'ennuient au bureau, un best-seller en tant qu'auteur. Donc, j'avais déjà une notoriété dans le réseau de l'édition Mmh. et auprès de lecteurs. Donc, quand j'ai lancé ce nouveau projet, ça a trouvé écho assez rapidement. Et puis surtout, j'ai vu que c'était un projet qui touchait les gens, qui n'existait pas et qui très vite a trouvé sa place. Donc Mmh. ensuite, on a eu des entreprises, des musées, des monuments qui sont venus à nous pour faire la même chose, mais sur mesure. Donc très vite, on a eu 2 casquettes, le B2C, le B2B. Et la création sur mesure, en fait, et l'un et l'autre se renvoient la balle. C'est-à-dire, l'un est la vitrine de l'autre, etc. Donc, on fait du B2C qui fait des ventes de livres régulières, et puis du B2B qui sont des grosses productions sur mesure. Quand on a travaillé pour la Fondation Vuitton, Mmh. le musée du Quai Branly, le Louvre d'Abu Dhabi, le château d'Angers, la tapisserie de Donc, l'Apocalypse, tu as donc des vraiment des projets très collaborations différents. B2B et tu as aussi ton propre catalogue de livres que toi, tu vends de ton côté. Voilà. OK. OK, donc de branches ou de jambes, hein, sur le business. Et donc, ce choix de freelance, tu disais, c'est lié aussi au modèle, mais ça peut être aussi lié à tu vois, une vision ou des convictions. Aujourd'hui, moi, j'ai des entrepreneurs qui me disent: «Bah, je préfère avoir une équipe en interne». D'autres qui disent: «Bah, non, moi, je pense que l'avenir, c'est, tout le monde freelance et en fait, chacun bossera sur 2-3 projets», voilà. Est-ce que toi, il y avait déjà une conviction derrière? Alors, c'est sûr que moi, j'ai toujours été freelance et je pense que j'aime bien la mentalité des freelances. C'est des gens qui OK. sont très autonomes et qui ont cette facilité, cette habitude de rebondir assez facilement, Mmh. un projet marche pas, c'est pas grave, on va en faire un autre, voilà. C'est assez léger la mentalité du freelance. J'aime bien et en tout cas, je me retrouve bien, avec mes équipes. Le salariat, c'est idéal parce que ça stabilise, hein. La société aujourd'hui, on est obligé de stabiliser donc mon objectif, c'est d'arriver à pouvoir, en avoir plus en interne. C'est pas encore possible aujourd'hui, Mmh. plus d'un. Hem, mais moi, j'aime bien voilà, je trouve que si la société peut garder un peu des 2, enfin, on gardera toujours des 2 avec une majorité de freelance, Mmh. parce que c'est plus un état d'esprit. OK. Donc ta vision, c'est plutôt, une, une équipe cœur autour de toi de 3, 4, 5 personnes, peut-être salariés, et puis autour, un pool de freelance qui peut venir en fonction des projets, des compétences, compléter finalement les besoins de l'entreprise. Oui, et puis quand on a commencé, en plus, c'est vrai que moi, je suis partie vivre au Mexique parce que mon mari a été muté là-bas. Mon développeur, il vivait dans une caravane, il faisait le tour de l'Europe. Mon animateur, il s'est installé dans la montagne. Ma correctrice, elle était en Grèce parce que pareil, elle a suivi son mari qui était muté. En fait, on s'était devenus, en 2015, on s'est retrouvés complètement splittés dans le monde entier, à travailler en visio. Donc tous les jours, on était en partage d'écran. D'accord. On bossait, on avait 8 heures de décalage horaire, enfin Ouais, comment tu n'importe fais quoi. pour gérer ça? Ah on n'a pas le choix, hein, ça gère. En fait, c'était extraordinaire parce que moi, je bossais la journée, tout le monde dormait. Je envoyais du travail à tout le monde. J'allais dormir, Il ils travaillait pendant bossaient. ce temps-là. Je me réveillais, hop, 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 réunion à 7h30 du matin parce que eux, c'est déjà le milieu d'après-midi. Je regardais tout le travail qui avait été fait dans la journée. Voilà, on faisait un petit point et puis ensuite, moi, j'avais toute l'après-midi tranquille pour créer. Je Mmh. n'étais dérangée par personne, hein, aucun coup de fil, le rêve. Ah là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil, j'ai observé par rapport au biorhythme et mon organisation que je préfère le matin ne pas prendre de rendez-vous et bosser sur les sujets créatifs ou stratégiques et plutôt faire les rendez-vous l'après-midi. C'est pas les mêmes énergies et c'est pas la même Tout à chose. Donc, fait. tu vois, d'avoir finalement ces temps-là, sinon t'es happé par le quotidien et ça, c'est un vrai sujet pour les entrepreneurs C'est un vrai qui enjeu. nous écoutent et regardent. Mmh. C'est comment j'organise mon agenda.
Et moi, j'avais un vrai sujet au début, il fallait qu'il soit rempli tout le temps. Et parce que tu as l'impression de faire des choses. Et en fait, vaut mieux avoir des temps de respiration pour pouvoir justement te poser sur les Ouais. sujets, les vraies questions. Bah, depuis un an où vraiment ça s'est emballé, moi ça a été très, très dur par moments et à un moment donné, je me suis dit: «OK, j'arrête tout. Qu'est-ce qui est important pour moi?» Ben, moi, le matin, je prends un café et j'ai besoin de rêvasser. Ah bah, je me fais 1/2 heure de rêvasserie et si j'ai pas ce temps de Mmh. rêvasserie où je suis dans un état presque, pas d'hypnose, mais d'apaisement total, bah, je passe une mauvaise journée. En fait, j'ai besoin de ce temps-là Mmh. pour, laisser venir à moi les bonnes idées et après je passe une super journée. Donc je rêvasse. Il faut du temps de rêvasserie, en tout cas pour rester créatif et puis il faut, moi je débranche mon téléphone, je réponds plus. Mmh. J'ai arrêté de répondre au téléphone, j'essaye de ne plus regarder mes mails pendant des tranches horaires où je me dis: «Bah, là pendant 2 heures, je dois faire ça, Mmh. je le fais, je fais rien d'autre». Tu as dit tout à l'heure, «J'ai besoin d'être accompagné, je peux pas le faire toute seule». Quand est-ce que tu as compris que, tu avais atteint, toi, soit, certaines limites de compétences ou que tu avais besoin d'avoir d'autres perspectives et d'autres expériences autour de toi? Sincèrement, ça fait je pense que depuis que j'ai lancé le projet, je rêve, de trouver la bonne personne, qui m'accompagne pour, développer tout ce que je sais pas faire. Mmh. Puis c'est aussi quand les équipes grossissent, il faut aussi être là pour les équipes, les écouter, les accompagner, prendre du temps avec chacun. Et alors ça me dépasse, quoi. Mmh. Donc c'est sûr que mon mari qui m'aide, qui m'accompagne en ce moment et qui fait ce travail-là, c'est en effet hyper important pour faire grossir la boîte Mmh. et c'est un métier que je sais pas faire. Mmh. Ouais, c'est intéressant, tu vois, de voir ça parce que tu pas la seule sur ce podcast que j'ai reçu qui ont l'idée ou qui ont l'impulsion et la vision et qui, à un moment donné, recrutent, un DG ou un responsable des opérations ou quelqu'un qui vient les aider Mmh. à structurer pour qu'eux restent dans leur zone de génie, bah, de trouver des idées, d'inspirer, de rêvasser comme tu disais, parce que c'est comme ça que te viennent finalement les bonnes idées de concepts et puis qu'à côté, tu as un profil un peu plus, peut-être gestionnaire ou qui va structurer et c'est toujours ce combo de, est-ce que je suis, Ouais. créateur ou intégrateur? Gestionnaire ou visionnaire, il y a toujours ce combo-là à avoir et c'est très rare les profils qui ont les 2 en fait. Ouais, parce que c'est vraiment pas la même mécanique de fonctionnement, et encore, je suis quand même très, très, au quotidien dans la gestion, Mmh. dans les mails, dans l'organisation, dans l'administratif, l'administratif, c'est terrible. En fait, la résolution des multiples petits problèmes du quotidien. Par exemple, cette semaine, entre l'imprimeur et le logisticien, ils ont perdu une palette de livres. D'accord. Des livres de Matisse, de l'exposition qui commence, lundi et vendredi, on devait livrer les livres au Grand Palais et la palette s'est perdue et personne ne savait et tout le monde se renvoyait la balle. Donc, faut arriver à faire un mail, Ouais. à mettre tout le monde dedans, dire: «Qui a vu la palette pour la dernière fois? Que s'est-il passé?» Et en fait, c'est des petits problèmes et des petits problèmes comme ça, il y en a, non-stop. Mais ça quand tu te lances, tu y penses pas. Tu dis: «OK, bah, ça roule, je fais confiance à un tel ou il y a un process et cetera» et puis en fait, au Non, il y a aucun quotidien process. C'est au ça qui est quot très dur, hein. ouais. C'est qu'il faut mettre en place, tous les process dans tous les sens et que c'est, une avalanche de problèmes. Puis plus la société grossit, une avalanche de petits problèmes du quotidien à gérer. Je voudrais revenir sur, les débuts. Tout à l'heure, tu as dit: «On a fait, des levées de fonds», enfin, en tout cas, on l'a présenté aussi au public de cette manière-là. L'idée pour toi, c'était quoi derrière justement ce lancement? C'était de, récolter plutôt des fonds? C'était, d'embarquer des gens dans un projet? C'était de pouvoir le présenter? Parce que c'est aussi une vitrine finalement quand on Mmh. fait ce type de projet. Est-ce que tu avais une intention derrière ou Oui, pas? c'était tout ça, tout à Les fait. 3 en même temps? Ouais, c'était à la fois, présenter le projet qui Ouais. n'existait pas, c'était, fédérer une communauté qui nous Mmh. a suivis pendant des années et qui nous suit Mmh. encore. Ça, c'est Mmh. vraiment incroyable. Il y a des gens qui nous suivent depuis la première heure. Et puis, c'est, lever des fonds. Au départ, on avait besoin de 20 000 € pour lancer le premier projet. Finalement, on en a levé 60 et on a rencontré, plein de projets et d'entreprises aussi qui nous ont suivis et nous ont fait des commandes en B2B. Ça a été vraiment un fédérateur. Hem, Mais tu avais idée que ça partirait sur du B2B aussi, dès le départ ou J'en pas? ai toujours fait. Ouais. En fait, avant, quand j'avais fait les cahiers de gribouillage pour adultes qui s'ennuient au bureau, heu, très rapidement, les gens m'ont demandé des déclinaisons adaptées à leur société. Mmh. Et en fait, ça, c'est vraiment le cœur de mon travail, c'est que j'aime, créer des projets qui soient créateurs de liens social et familial
et de faire un art qui soit appliqué à un besoin social. Donc, en fait, c'est vraiment le cœur de mon travail. Donc, pour moi, ça avait du sens et c'était normal. Enfin, c'était dans la logique des choses que les sociétés viennent à nous pour qu'on fasse du sur-mesure. Parce que ça a toujours été là. On parlait tout à l'heure justement des profils artistes et parfois justement l'idée reçue c'est que l'artiste et le business ça ne matche pas trop et a du mal avec le monde économique. Toi tu l'as intégré dès le départ finalement cette notion-là. En fait, moi, être artiste, ça n'avait pas de sens si ça correspondait pas à un besoin social. Ouais. Ok. Voilà. Donc c'est ça la volonté derrière. Ouais. Quand tu te lances, à part ce signal de je cherche 20 000, finalement je trouve 60 000 euros, donc, quelque part ça valide un concept, une idée. Est-ce qu'il y a eu d'autres signaux comme ça où tu t'es dit, tiens, peut-être que l'idée elle est bonne Ah oui. Ah oui, en fait, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que je rentre en voiture, je traverse la France, mes enfants sont déjà un peu grands, mais ils se chamaillent. Hop, je leur colle des comptines dans la main. Mais je me dis, bon, ça va durer 5 minutes. En fait, pendant 8 heures de trajet, ils ont regardé en boucle des comptines. Là, je me dis, oh, ok, je vais faire un livre sur les comptines. Et là, j'appelle l'ingénieur du son, je lui dis, mais t'es capable de me faire des comptines, chanter, tout ça, t'as des chanteurs, c'est un peu particulier comme projet. Il me dit, ouais, pas de problème, je t'envoie le lien de ce que je fais déjà. Et en fait, c'était les comptines que mes enfants avaient écoutées pendant 8 heures. Je dis, alors, tout est aligné pour qu'on fasse ce projet-là, et c'est devenu un best-seller. C'est sorti, c'est devenu un best-seller dans le mois, quoi. Bon, alors justement, raconte-nous, tout à l'heure j'ai dit en intro, une artiste à succès. D'où ça vient ce succès? Est-ce que tu peux nous raconter justement d'où tu viens au départ? J'ai fait des études de dessin, et je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'allais faire avec du dessin. Heureusement, bon, j'ai aussi fait des études de graphisme, donc j'ai pu faire de la mise en page. Donc quand j'ai commencé à créer des livres, entre autres mon premier livre, c'est le cahier gribouillage pour les adultes qui s'ennuient au bureau, j'ai à la fois dessiné, écrit et mis en page. Et quand j'ai proposé le produit fini à des éditeurs, ça a tout de suite trouvé sa place, assez rapidement. Et puis voilà, ce qui m'intéressait, c'est de faire un projet fini, et puis de monter ma boîte, parce que je ne trouvais pas ma place dans une maison d'édition. J'avais besoin de gérer le marketing, j'avais besoin de gérer le produit de la conception à la sortie, à l'événement, vraiment dans l'ensemble. Et aujourd'hui, j'en ai fait repris à toute cette chaîne. OK. Et alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ton succès, donner quelques chiffres autour de ça? Combien de livres tu as vendus? Enfin, voilà. Alors, on a vendu cette année 100 000 livres. On a donc on a fait 1,5 million cette année, on a fait x3 en un an. Et qu'est-ce que je peux donner comme autre chiffre? Non, je parlais Par de exemple. ton tout premier succès. Ce qui t'a fait connaître dans Le cahier de l'édition. gribouillage pour adultes qui s'ennuient au bureau, on a fait à peu près 1 million de ventes, France et monde. Donc c'est énorme, 1 C'est million. énorme. On a fait, je sais pas, 25 traductions dans plusieurs pays. Ça fait des best-sellers dans d'autres pays, dont l'Allemagne. Alors que ça se fait pas du tout de dire qu'on s'ennuie au bureau en Allemagne. Et ça, la culture, non mais ça compte quand tu veux te développer sur des marchés. Oui, et c'est vrai que c'est des livres qui étaient humoristiques, et c'était une vraie joie de voir que cet humour pouvait toucher la France, des gens en France, mais aussi à l'étranger, alors qu'on n'a pas la même culture. Donc ça, c'était une surprise, parce que ça a été publié en Corée, au Brésil, dans des pays vraiment très différents. Bon, donc on voit de la genèse de ton histoire. Donc tu as eu ces premiers succès. Après, tu perds tous tes droits d'auteur à un moment donné, dû à quoi? Une faillite de... Ouais, l'éditeur fait faillite, je perds 1 an de droits d'auteur sur 2 best-sellers, ouais, ça fait quand même beaucoup. Et puis, je me suis dit, le prochain projet, ça va être compliqué dans l'édition, on fonctionne pas pareil, ils font pas de marketing alors que ça me semble essentiel. Et puis, c'est des chaînes qui sont très chartées, donc comment faire un projet qui sort des chaînes, qui n'a pas sa place dans les chaînes habituelles. Et tout de suite, je me suis dit, bon, je vais le faire toute seule, et c'est pour ça que j'ai fait cette levée de fonds sur KissKissBankBank. OK, donc c'est comme ça que tu t'es lancé. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ça va s'arrêter, ce projet? Ou je vais pas y arriver? Ça va s'arrêter, non, parce qu'en fait, quand on est créatif, c'est un fonctionnement, la création, donc ça peut pas s'arrêter.
Par contre, oui, ça va évoluer et la question, c'est comment ça va évoluer. Là, pour le coup, je me laisse porter par ce qui se passe. Et là, justement, tout ce qui est IA et autres, comment tu le vois, toi, par rapport à ton marché, par rapport à tes C'est produits? génial. Ouais. Ah ouais, bah oui, parce que moi, j'utilise et c'est vraiment, c'est un gain de temps monstrueux. C'est hyper intéressant et on va entièrement refondre l'application là cette année. Donc je suis en train de me poser la question, quelle brique d'IA on peut mettre dedans? Comment on peut l'intégrer? Et comment on peut amener la technologie plus loin encore que ce qu'on a déjà fait? Parce qu'il y a 12 ans maintenant, quand on a fait Blinkbook, c'était hyper novateur, hein. Et depuis, la technologie, elle a fait un bond en avant. Oui, Donc, elle a évolué. ce qu'on pouvait faire il y a 12 ans, même si la technologie a évolué, on l'a toujours fait évoluer, hein, notre application. Chaque jour, on a des développeurs qui travaillent dessus et qui font des nouvelles petites briques. Mais là, on a vraiment un bond à faire Pour toi, et on y l'IA, ça travaille. va niveler vers le bas, ça va élever vers le haut, le niveau? Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. En fait, il faut pas en avoir peur parce que c'est quand on a eu peur, l'édition a eu peur des écrans, c'est l'angoisse. Je dis: «Mais non, mais c'est génial, attendez, l'édition, on a un travail d'auteur qui est fabuleux, hyper profond, hyper fort. Ensuite, on a la tablette, c'est un truc, waouh. Comment on mêle le fort et le waouh? On en fait un projet encore plus fort. Avec l'IA, c'est pareil, faut l'utiliser avec toutes ses qualités et je sais pas encore très bien aujourd'hui ce qu'on va en faire, mais évidemment, on va l'utiliser, on va trouver des choses. Je pense que c'est à nous de l'exploiter, de trouver l'exploitation intelligente. On parle là du futur. C'est quoi pour toi l'ambition pour ton entreprise dans 5 ans? T'es où? Tu fais combien de chiffres? T'as combien d'équipes? T'as vendu combien de livres? Ou tu fais quoi? Bon, alors, bon, on a passé les 10 millions. Donc 10 millions de CA? Oui. Mmh. On existe dans plusieurs pays et on a développé la technologie pour faire des projets immersifs au-delà de l'édition. On est déjà en train de travailler sur des différentes choses. Je saurais pas dire précisément. En fait, c'est les projets évoluent un peu à chaque moment, c'est-à-dire que il y a une intuition, un ressenti et je vais dedans. C'est difficile de Donc de est-ce que tu as rationaliser. posé, tu vois, un objectif à atteindre et donc là, tu parlais de 10 millions, mais comment tu passes d'1,5 million à 10 millions, toi? Peut-être qu'il y a un autre épisode à faire dans quelques années. Je te le souhaite. Oui, oui, sûrement. Mais est-ce Alors que tu as là, un plan, est-ce que tu as un plan prévu ou? il y a Frédéric Leblanc, ancien financier chez Danone, qui travaille sur D'accord. le passage de 1 à 10. Hem, heu, non, après je suis convaincue que les intuitions qui me viennent sont des très gros leviers Mmh. et je suis à l'écoute du ressenti que je perçois pour ensuite créer. Mmh. Mais c'est compliqué d'aller expliquer précisément ce qu'on va faire. Ça marche. Alors depuis tout à l'heure, on parle des livres, on parle de dessin, on parle d'applications. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce qu'est, Blinkbook? Enfin, voilà, ce que tu proposes, en fait, au quotidien? Donc Blinkbook, c'est une application qui permet de transformer un coloriage en dessin animé. Donc on crée le livre qui s'appelle le cahier de dessin animé et dans un livre, on a du texte, de l'image, donc on colorie ces images et il y a à peu près 16 images par livre et quand on a colorié les 16 images, à chaque page, on crée un mini dessin animé grâce à l'application et à la fin, on crée 8 minutes de dessin animé qui nous raconte une histoire, continue. Ensuite, on peut sélectionner le micro pour aller raconter une autre histoire, donc faire un deuxième dessin animé. Il y a certains livres dans lesquels on peut faire un selfie, on devient carrément l'acteur de son dessin animé. Il y a d'autres livres dans lesquels il y a multi-selfie, donc toute la famille se retrouve dans le dessin animé, ou la bande de copains, de cousins, etc.
Et ces projets-là, donc les enfants peuvent le faire seuls, peuvent le faire en famille. On peut, une fois que l'enfant a colorié, on connecte son téléphone à la télé et tous en famille, on regarde le dessin animé qui est généré et créé par l'enfant. Donc ça, c'est un moment valorisant, partagé. Mais on travaille aussi avec des EHPAD. Donc il y a par exemple 300 EHPAD en France qui utilisent nos livres pour travailler la motricité fine, mais aussi le lien social, Ah oui, donc c'est le tout lien âge en familial fait. et transgénérationnel. Et ça, c'est le cœur de notre travail, c'est qu'on aime créer des projets qui soient source de liens social et familial, ce que je disais tout à l'heure. On travaille avec des musées. À la Fondation Vuitton, on a rassemblé jusqu'à 1500 personnes qui sont venues colorier ensemble, toutes générations confondues. Donc, ils coloriaient des grandes affiches. Chaque famille coloriait une affiche. Ensuite, on prenait en photo et chaque famille avait créé une partie du dessin animé qui donc se renouvelait à chaque nouvelle affiche coloriée par une nouvelle famille. D'accord. Et pendant 2 jours comme ça, les gens sont venus colorier. Et les gens faisaient la queue pour colorier. En fait, c'est très simple, le coloriage. C'est fédérateur, ça rassemble toutes les générations. Qu'on le fasse à la maison, au musée ou à l'EHPAD, c'est vraiment un moment détendant dans lequel on s'exprime et il se passe quelque chose, quoi. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule, c'est je t'avais découvert en 2023 au salon du Made in France. Et j'avais acheté les produits parce que je trouvais le concept super intéressant. C'était pour mes neveux, des enfants, qui avaient colorié et qui après pouvaient animer leurs dinosaures, voilà, leurs différents personnages. Et d'ailleurs, ça m'étonne que ça n'existait pas déjà avant. Il y avait déjà des concurrents, des gens qui proposaient sur le marché? Il y avait une application qui faisait un truc où on coloriait, on regardait à travers son téléphone et ça faisait un 3D où il faisait un espèce de mouvement aléatoire comme ça. Donc il y avait déjà des trucs un peu comme ça, il y avait mais Mais moi c'était pas une histoire, il y avait non, pas de pas du tout. narratif. Venant de l'édition, j'ai dit pour Ouais. moi je veux pas tomber dans un truc juste waouh. Je Là, ça veux faisait plus gadget technologique. voilà, ça faisait gadget, je veux raconter une histoire, je veux transmettre quelque chose, je veux enseigner, éduquer, je veux voilà, c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'était de mêler le waouh et le travail de l'auteur. Bon, et ben super. Tu peux nous en montrer un? Peut-être qu'on se rende compte? Tout à l'heure, j'ai parlé des comptines. Alors, Ouais. les comptines, on a plein de petits animaux à colorier qui nous chantent des comptines différentes. Je peux vous montrer ça aussi, par exemple, le Van Gogh qu'on a fait avec la Réunion des musées nationaux. Donc, on a toute une collection sur les artistes où là, on Oui, a ce que j'allais beaucoup dire, plus là, de la textes. la question des droits, comment tu fais? C'est qu'après, là, c'est une collaboration avec C'est un. une collaboration avec un musée, mais on peut très bien acheter les droits, hein. C'est vraiment tout est faisable. Là, on a du texte et c'est plus éducatif. Donc là, par exemple, en matière de droit, on a acheté les droits du Petit Prince. Et donc, on D'accord. colorie le Petit Prince. On peut même faire ses propres aquarelles du Petit Prince et recréer toute l'histoire philosophique du Petit Prince. Ça, c'est génial pour sensibiliser les enfants à la philosophie, à la littérature. On a d'autres projets. Alors ça, c'est mon chouchou, les Fables de La Fontaine. Quand j'ai créé le cahier des dessins animés, tout de suite, je me suis dit, OK, il y a un livre que je vais faire, c'est les Fables de La Fontaine, Ouais. parce que je garde un souvenir atroce de l'apprentissage des fables. Et je me suis dit, au moins pour mes enfants, je vais les accompagner dans cet apprentissage en leur permettant de créer leurs dessins animés. Et donc, ils ont appris les Fables de La Fontaine avant même de devoir les apprendre pour l'école, en faisant leur coloriage qui s'anime, en récitant en mode karaoké. Parce qu'on a ajouté le karaoké. Après avoir écouté la fable, on sélectionne le micro et on fait parler les petits animaux, on récite sa fable. Ensuite, on peut s'écouter, on se rend compte si on a mal prononcé, on recommence. Donc ça, c'est un livre qui va m'utiliser dans les écoles. Non, mais c'est top parce que ça te rend acteur. T'as le côté social, t'as le côté créatif, récréatif aussi, t'as le côté familial. Enfin voilà, bon, en tout cas, bon, moi je suis convaincu. J'aimerais pour la fin de l'épisode qui arrive bientôt, revenir sur les décisions ou les moments clés de ton parcours. Et notamment, j'aime bien poser cette question, c'est quoi pour toi la décision qui t'a coûté le plus cher dans ta carrière d'entrepreneur? Je crois qu'il y a rien qui m'ait coûté vraiment cher parce qu'au final, tout est apprentissage. Mais ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est vraiment la gestion de l'humain. C'est-à-dire que, moi, au départ, je dessine et tout d'un coup, je me retrouve chef d'entreprise et il y a des gens qui pètent des câbles, on ne les voit pas venir. Il y a des gens qui dépriment, on ne sait pas comment les aider. Il y a des gens qui ont l'impression que c'est eux les rois du monde.
Alors qu'en fait, au départ, tu les as intégrés au projet parce que juste il y avait un projet à faire et que vraiment chacun a sa place. Et donc c'est très dur de gérer l'humain. Puis il y a des gens qui mentent, tu les vois pas venir. J'ai découvert des trucs de fou. On fait confiance et puis en fait, j'ai appris à cadrer, à recadrer, à dire. Et c'est facile pour toi ça ou pas? Ou c'est une Ouais, zone d'effort? c'est hyper dur. C'est hyper dur, mais en fait, ce qui est rassurant, c'est que ça s'apprend et Ouais. qu'on y arrive. Et que surtout, il faut arriver à cadrer, recadrer, mais toujours en restant hyper simple, humain et compréhensif. Moi, j'ai une manière de fonctionner qui est très linéaire. Hein. Donc, quand je crée un projet, je fédère une équipe autour du projet et on est tous au même niveau parce qu'on a tous des missions différentes. Mais après, je fédère et je finance, donc je reste la chef. Et c'est vrai qu'il faut avoir cette posture de chef qui est pas complètement naturelle chez moi. Et donc, il faut que je me force à garder cette posture de chef parce que sinon, tous ceux qui sont autour, qui gravitent autour du projet, qui sont pas dans la création, mais qui peuvent être un peu dans l'admin ou dans voilà, dans du démarchage commercial et ces choses-là, il faut arriver à leur expliquer que il faut aussi partie du projet, mais que en fait, si moi je prends pas la place de chef, il y en a d'autres qui vont essayer de la prendre. Et Mmh. ça, c'est très dur. Et ça, Et enfin, j'ai appris à mes dépens. comment tu as appris cette posture où tu t'es formé? Enfin, ça, c'est pas naturel. Je veux dire, on n'apprend pas à devenir, chef Non, ou manager. bah, justement pour qui va être mon associé, j'ai fait un coaching de 6 mois avec une coach qui a une manière de travailler vraiment qui était très bien pour moi parce qu'elle travaille très sur l'émotionnel. Mmh. Donc comment travailler la gestion de l'émotionnel et ton alignement interne pour être vraiment bien dans ta posture, pour que pour vraiment comprendre aussi comment les autres peuvent être bien alignés chacun dans leur posture. Donc ça, c'est un travail, un vrai travail, mais qui est intéressant en tant que chef d'entreprise qu'il faut réussir à faire. Mais C'est un j'y travaille défi, un encore, hein. challenge que tous, rencontrent. Ouais. Je te rassure. Hem, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé avoir, quand tu as commencé? Alors mon mari m'a tout de suite dit: «Ne prends surtout pas d'associé». Alors, j'ai pas pris d'associé. OK. J'ai jamais pris d'associé alors que j'en rêvais, j'en ai toujours rêvé parce que en fait, c'est tellement dur de Mmh. gérer une entreprise et j'ai quand même, tenu le coup, bah, jusque-là. Heu, Ce que j'aurais aimé avoir, c'est, bah, qu'on m'explique, en fait, tu es chef d'entreprise et tu dois avoir une posture. Ça, je l'ai jamais compris, enfin, je l'ai compris à mes dépens, Mmh. parce que j'ai eu des déconvenues et en effet, c'est que j'ai laissé les gens prendre, trop de place, la place de chef qui m'intéressait pas vraiment. Donc maintenant, j'essaye, d'avoir ma posture de chef. Ouais, mais c'est intéressant, toi, de regarder maintenant, de poser un peu un regard sur le passé, ce qui s'est passé après c'est normal quand c'est la première entreprise qu'on crée, on découvre aussi tout ça au fur et à mesure. Mais Mmh. c'est là l'important aussi de pouvoir s'entourer et c'est là aussi finalement la mission et l'ambition de Comment tu fait, c'est d'aider celles et ceux qui se lancent ou qui sont entrepreneurs à découvrir, peut-être, en avance grâce à ceux qui sont déjà passés par là, les challenges qui vont arriver parce que au début, on se lance, hein. Moi, à 23 ans, quand j'ai lancé ma boîte, je me suis lancé, je me dis: «Tiens, on verra, on passera des paliers». Puis après, bah, tu rencontres, les sujets de management, de RH, d'administratif, de comptabilité qui, bah, sont à traiter quoi qu'il arrive et il suffit pas d'avoir la vision, le projet et la créativité. Mmh. Hem, qu'est-ce que tu ne referais, jamais? Heu, je ne referai, jamais de ne pas cadrer les gens Ouais. suffisamment tôt et de ne pas les recadrer quand je vois que ça dérape. C'est-à-dire quoi cadrer? Bah, en fait, il y a des gens qui tout d'un coup font des factures, il y a rien derrière, donc faut arriver à dire: «Mais en fait, ça correspond à quoi? Mmh. Qu'est-ce que tu factures derrière?» Ou il y a des gens qui partent faire du home office parce que finalement, c'est sympa, donc faut quand même se rendre compte que, en fait, qu'est-ce que tu as fait pendant ton home office? Mmh. Il faut vérifier ce que font les équipes, quand même. Et puis, enfin, moi, je suis très en confiance avec mes équipes. Toutes mes équipes créa, j'ai aucun souci parce qu'en fait, c'est concret.
Mais dès que c'est des missions qui sont pas créa, donc tout ce qui est admin, démarchage commercial, tout ça, c'est plus compliqué de cadrer. Et j'ai eu plus de soucis dans ces domaines-là parce que j'ai pas assez. Ouais, voilà, faut regarder quand même. Ouais, mais c'est d'être pilote. Quand tu es Ouais. pilote, tu regardes les compteurs, les tableaux de bord, où tu en es et Oui. un de tes rôles, c'est de pouvoir aussi, checker, monitorer, vérifier et parce que ça reste effectivement, comme tu disais, ton entreprise et puis tu as posé des objectifs et ces objectifs, en fait, ils vont permettre ou pas d'avancer. Oui, et puis j'ai travaillé avec des très jeunes, en fait, avec des Mmh. freelances très jeunes qui, en grandissant, en passant le cap des 30 ans, plusieurs ont pété un câble de: «J'ai 30 ans, je veux autre chose», ce qui est tout à Mmh. fait, mais du coup, s'ils trouvaient plus leur place dans une petite boîte, c'était aussi à moi de leur dire: «Mais tu as le droit de partir parce que Mmh. tu veux plus, vas-y». Mmh. Et parfois on met le truc sous le tapis en disant: «Moi je sais pas quoi faire». Donc et du coup les situations sont moins agréables. Oui, mais ça, c'est l'humain. L'humain change, Ouais. il y a des aléas dans la vie, il y a des envies et donc ouais, il faut arriver à le prendre Mmh. en compte. Heu et c'est aussi les humains qui créent la valeur dans l'entreprise donc Bien sûr, bien tu faut sûr. composer avec. Mais c'est vrai qu'on a toute une équipe, en fait, fidèle et solide, hein. Ça fait Tu as 10 des ans qu'on rituels travaille justement avec ensemble, hein. ton équipe? Alors, pendant des années, on s'est même pas rencontrés de visu puisque, mon D'accord. développeur était dans sa caravane, mon animateur dans sa montagne, ma correctrice en Grèce, moi au Mexique. Et puis quand je suis rentrée du Mexique, donc c'était en 2018, j'ai rencontré pour la première fois, mon développeur, mon animateur, je les ai fait venir, à Paris. Et puis, après j'ai pris un petit bureau du coup en 2018. Et on n'a pas vraiment de rituel. Une fois, j'ai fait une réunion d'équipe en 2023 où j'ai rassemblé tout le monde. Mais j'avais pour objectif de faire une réunion d'équipe par an, mais j'ai du mal. En fait, mes équipes, une partie est en province. Moi, je pars du principe que, si quelqu'un est bien, n'importe où, Mmh. c'est OK, du moment qu'il bosse d'une manière, sérieuse Et tu as des et points raisonnable. hebdo, enfin, comment tu fais justement? Tu disais ce qui est difficile, c'est de cadrer ou recadrer. Est-ce que tu as des points hebdo pour, lancer la semaine, ce qu'on appelle les weekly par exemple, communément? Est-ce que tu as des enfin, comment tu gères ça au quotidien, surtout si tu as des freelances? En fait, tout ce qui est créa, on se parle tous les jours, hein, parce qu'on Mmh. on est sur la prod des projets, comme on fait plusieurs projets en même temps. Je suis dans des prods au moment de l'intégration avec les développeurs, dans des prods, au moment où je suis dans l'animation, dans les prods où je suis, dans l'enregistrement des bandes son, donc je leur parle tous les jours. Mmh. Donc ça, c'est assez facile. Après, pour les autres, c'est vrai que, c'est plutôt en l'occurrence, mon mari qui fait des points, hebdomadaires Mmh. avec, le marketing, le digital, l'achat des ads, les stagiaires, les commerciaux. Ça, Donc il a des tableaux de bord, des objectifs, des KPI, ouais, des réunions avec l'équipe pour faire avancer tout à tous fait. ces sujets. OK. Bon, très bien. Il est temps de conclure cet, épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager à celles et ceux qui, sont entrepreneurs, veulent créer leur boîte, voilà? Qu'est-ce que tu voudrais dire au milieu entrepreneurial? Hem, En fait, je leur dirais: «Si vous avez le feu sacré, allez-y, vous posez pas de questions». Mais il faut vraiment trouver ce feu sacré. Mmh. C'est un Quand on est vraiment, aligné avec ce feu sacré, c'est assez puissant. Mais il y a beaucoup de start-up qui sont en mode, on va, faire plein d'argent, ça c'est pas des bonnes raisons pour monter Mmh. une société. Faut vraiment avoir un truc qui vous prend aux tripes et qui peuvent ne pas avoir de sens pour les autres, mais si ça a du sens pour vous, ne vous posez aucune question et faites pas trop de plans sur la comète, à chaque jour, construisez votre truc en fait, Mmh. c'est ça qui compte, c'est d'être tous les jours dans son feu sacré. Bon, eh ben, écoute, ce sera une super, conclusion. Merci, merci Claire, pour ce retour d'expérience et puis, écoute, on va suivre la suite, hein, de Bling Book et les 10 millions, hein, faut y arriver. J'ai pas parlé Et de tu pas parlé, alors Kiri. qu'est-ce que c'est Kiri? Kiri, on a fait un petit projet pour Kiri. Quand on ouvre la boîte Kiri à l'intérieur, on a Ah! des coloriages animés sur la biodiversité. On a 4 coloriages différents pour créer un petit dessin animé de 2 minutes sur la biodiversité.
C'est un projet qui est imprimé à 8 millions d'exemplaires en France et en Allemagne. Donc énorme. Donc c'est énorme et on est ravis de faire des projets comme ça, à très gros tirage pour passer un message d'ailleurs écologique et un beau message pour des marques de grande Bon, donc a consommation. On priori, il y aura adore, pas mal de collaborations comme ça qui vont arriver dans les prochaines semaines ou mois, j'imagine. on espère. Bon, ça marche. Eh ben, merci d'être passé sur le podcast Comment t'as fait, où on étudie voilà toutes ces entreprises et entrepreneurs qui font partie du top 5%, sur comment ils prennent les décisions, comment ils développent leur entreprise, comment ils se trompent aussi parfois. Bah, ça arrive, hein. On fait tous des erreurs au quotidien. Et puis bah, pour vous qui nous écoutez ou regardez, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, faites-le pour recevoir chaque semaine les derniers épisodes de rencontres d'entrepreneurs sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer également. Et puis bah, laissez-nous un commentaire sur justement cet épisode, le retour d'expérience de Claire. On vous répondra avec grand plaisir. À très vite pour de nouveaux épisodes. Bye.